Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur cette conférence proposée par la revue d'architecture Archistorm. Annabelle Ledoux, qui est notre conférencière animatrice, va donc vous proposer une table ronde sur la réhabilitation, le réemploi, la réutilisation des matériaux. Et bienvenue à nos intervenants. Merci Caroline. Bonjour à tous. Hi everybody. Donc, nous allons commencer cette conférence qui porte désormais donc, sur le sujet de la réhabilitation et du réemploi, qui sont deux notions qui ne posent plus question. Mais donc, cette table ronde a la vocation à montrer comment tous les architectes en fait, se prennent au jeu et proposent en fait, des solutions créatives justement pour se baser sur ces deux fondamentaux en termes d'architecture et plus largement d'urbanisme. So, welcome to this key session on refurbishment and reuse of material. So there's no question about using refurbishment or material reuse, but let's talk about the amazing way architects take into account these two fundamentals to find creative way to realize architecture and urbanism. So we're welcoming Bruno Gabbiani, architect and chairman of Ala Asso Architetti, Alessia Tomasi, architect and co-owners of Tomasi and Associati, studio d'architectura, Silvia Passoni, architect, mandatory of BCBW, and member of the Brussels CNOA. Inès Damouni-Mimita, architect and founder of MD Architects. Nous accueillons pour cette table ronde Bruno Gabbiani, architecte et président de Ala Asso Architetti, Alessia Tomasi, architecte et copropriétaire de Tomasi Associati, qui représente également Andrea Tomasi, qui est juste en fait au premier rang, si vous avez des questions à poser plus tard. Et Silvia Passoni, architecte mandataire effectif du BCBW, déléguée de la Chambre bruxelloise du Conseil de l'Ordre des architectes belges, et Inès Damouni-Mimita, architecte et fondatrice de MDA Architects. Alors Bruno Gabbiani, je vous pose la première question. Vous avez deux casquettes aujourd'hui. Vous êtes à la fois architecte, mais vous êtes aussi président de l'association Ala Asso Architetti. Est-ce que c'est aujourd'hui facile de parler réhabilitation plutôt que construction, ou réemploi, et insuffler du réemploi dans l'architecture? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est commun maintenant, ou est-ce qu'il y a encore du travail? Merci. Bonsoir. Je réponds à la question un peu indirectement en présentant l'expérience du prix international d'aide à lumineuse aux clients des architectes, que nous promu par l'association italienne Ala Asso Architetti, que je représente ici aujourd'hui. Et nous sommes ici pour la deuxième fois, après 10 ans, et à présenter le prix à bâtiment, que nous remercions pour son hospitalité. Et notre prix, c'est le seul prix internationalement reconnu qui a décerné ni à l'architecte ni à l'œuvre, mais plutôt au client. Au client, car nous sommes convaincus qu'une bonne architecture ne peut être créée sans un bon client. Avec ces affirmations, d'aide à lumineuse n'a pas cessé dans les 25 ans dans qu'il vit de s'intéresser à la régénération urbaine, au réménagement des bâtiments existants. Et par conséquent, une grande attention a été accordée du client, de tout le monde, aussi aux projets sur l'existant et aussi aux matériaux qui peuvent être réutilisés plutôt que jetés. Nous savons que cette activité n'est pas facile à la fois en raison de la réglementation qui exige la certification des
tous les produits pour une réutilisation après les démolitions des bâtiments. Et aussi parce que c'est difficile à avoir une main d'œuvre qualifiée pour des élaborations qui ne sont pas standardisées, qui ne sont pas seulement industrialisées. Mais notre prix a fourni un panorama intéressant aussi sur ce point de vue, qui confirme que dans la grande majorité du pays, la loi, mais surtout l'augmentation de la culture de la récupération, encourage l'économie du terrain et le réménagement de l'environnement bâti. Et cela, c'est aujourd'hui une constante de tous les intervenants dans le monde. Et cela, c'est une statistique intéressante et complète parce qu'à notre prix ont participé plus que 65 pays dans le monde. Et c'est-à-dire que ces attentions pour la récupération des bâtiments, c'est plus attentif quand les pays sont dans le monde plus industrialisé et plus, peut-on dire, progrédit, peut-être sur le profil économique. Mais c'est une tendance qui va intéresser tout le reste du monde. Deux paroles encore, si vous permettez, sur notre prix qui est donné à Vicenza, en Italie. Vicenza, c'est la ville du Palladio, c'est une ville qui est voquée pour l'architecture de 500 ans. Et nous le donnons dans les lieux plus importants du Palladio. Dans le théâtre olympique, nous faisons l'assignation du prix. Et l'exposition des œuvres premières dans la Basilica Palladiana. À travers cette tournée, nous avons, à la fin de ces manifestations biennales, nous initions aussi une tour qui nous a porté dans ce stand à fréquenter plus de 30 pays. C'est la deuxième fois que nous sommes en France. Et aussi la participation française a été très nuancée au fil des années. Des clients publics et privés, dont, par exemple, la région Hauts-de-France, avec le mausolée L'Anneau du Souvenir de Philippe Prost, a été proclamé grand vainqueur dans le 2017. Et aussi, le Sugamo Shrinking Bank a également obtenu le prix global Under 40 en 2019 avec la série de sièges sociaux créés au Japon par l'architecte française Emmanuel Moureau. Mais d'autres clients ont obtenu des reconnaissances auprès des architectes français, parmi lesquels je citerai Emmanuel Comparel, Dominique Perrol, Odile Deck, Manuel Gautran, Dominique Marek, Alain Sarfati, Claude Vasconi. Nous avons aussi eu une importante étude à Bruxelles qui c'est l'auteur du palais de la communauté européenne. Entre quelques minutes, je recorderai le nom. Et un résumé de deuxième édition est aujourd'hui exposé dans le pavillon voisin numéro 5-1. La troisième édition sera décernée dans le 20-25, le jeudi 9 octobre, toujours à Vicenza. Les inscriptions sont gratuites et sont ouvertes à partir du suivant 30 octobre. Et aussi toutes les informations sont publiées sur le site internet d'EDALuminose.org. La cérémonie sera suivie d'un forum où tous les parts qui participent à la création de l'architecture de qualité sont intéressés. Les maîtres d'ouvrage, les architectes, les constructeurs, les financiers qui se rencontrent
pour discuter de la manière de contribuer à garantir que les interventions de transformation des terres améliorent toujours la qualité de l'environnement et créent une nouvelle utilité et une nouvelle beauté. Je vous invite donc à nommer votre meilleur client, participer à la 13e édition. Et si vous voulez, à la fin de cette rencontre, nous pouvons vous attendre au pavillon 5.1 du club pour vous présenter l'exposition résumée qu'il a expliquée. Donc, Merci. Invitation est donnée donc du coup pavillon 5.1 pour parler de ce prix, de ces rencontres. Alessia Tomasi, you're working with Andrea Tomasi, which is sat there, and starting from the existing is a question that you're handling since a long time, and there was a question you speak about when we prepared this session. Was a key question for you was, okay, we're doing with the existing, it's evident, but what about building and lands? And I think it's an important questioning for you. So can you explain how you work? Thank you. I think that as architects, but first of all as citizens, we must reckon that we have two main assets: land and communities. These are the non-renewable sources. They are much more crucial than simple materials. We cannot afford to spoil land, and we cannot afford to discard communities. My father and I work in a small town amongst the Alps, surrounded by hills and mountains. It ranked first in 2023 quality for European cities. So it all looks very idyllic, but still there is a large area not far from the center that is, or actually was, a brownfield. A brownfield means that there were few plants that poisoned not only the ground underneath, but also the clear water running under the soil. So that also caused another bad circumstance. That was that people were scattered away, where people were obliged to abandon this area, which are in the heart of the city, and these lands became home for petty criminality because they were devoid of social control. So when we think about building, we think that first of all we have to think about what is our main asset, and our main asset is first of all, in our opinion, both land and the people who live there. And if most of you live in Paris, you know that you have great programs for rehabilitations and for turning this brownfield or deserted lands into profitable commercial operations. But this is not actually the same if you live in a small town in the north of Italy. So what you need to create a program that can mix and balance profit, because it's necessary to financially support the operation, but at the same time, program is what is crucial to make people come and live in the spaces you are going to design, because otherwise you can design anything and it will remain void and abandoned and useless and meaningless. Thank you very much.
Sylvia Passoni, donc comme vous avez également une double casquette, une triple même. Vous êtes architecte, mais vous êtes également donc mandataire effectif du BCBW. Si vous voulez nous en dire 2 mots aussi, ça serait superbe. Et puis et donc membre de la Chambre bruxelloise en fait du Conseil de l'ordre des architectes. Avec toutes ces casquettes, qu'est-ce que vous pensez en fait justement de la transformation, rénovation et du réemploi? Est-ce que c'est définitivement ancré dans la culture en fait, de la profession d'architecte? Oui, d'accord. Donc, disons que par ma formation personnelle, la réutilisation des matériaux, la réhabilitation des bâtiments, c'était vraiment quelque chose de très important. Mais au départ, de l'amour pour l'architecture, pour l'ancienneté et pour la restauration. Donc ça, c'était à la base. Depuis toujours, ma casquette en tant qu'architecte spécialisée en restauration. Et c'est vrai que c'est plus récemment qu'on fait vraiment attention à l'impact de tous les matériaux qu'on utilise, les bâtiments, le fait de ne pas devoir détruire, donc consommer de CO2 pour détruire et reconstruire. Donc, tous ces efforts qui sont faits suite aussi à une demande de la part de l'Europe, de la Commission européenne, de nouvelles règles qui sont établies. Et donc, au niveau belge, donc au niveau du gouvernement, on a vraiment, ça fait 20 ans qu'on a essayé de faire un effort pour faire comprendre cette nécessité, ce poste très important dans le processus de création d'un bâtiment, donc l'utilisation des matériaux. Et donc ce que vous voyez à l'écran, c'est effectivement un nouveau outil qui n'est pas encore obligatoire, mais qui est vraiment conseillé, qui s'appelle Totem. Et en même temps, il y a un autre qui s'appelle Gros, qui est plutôt sur le... Voilà, vraiment sur le cycle de vie des matériaux. Et donc les architectes en Belgique, moi je parle de Bruxelles parce que je suis d'abord des architectes de Bruxelles Capitale. BCBW c'est pour la Wallonie et Bruxelles Capitale, mais en général les 3 régions de la Belgique vont utiliser ces outils qui deviendront bientôt obligatoires. Et donc avec cet outil, on arrive vraiment à évaluer l'impact des différents matériaux avec la composition et donc une espèce d'évaluation au niveau des degrés sur l'impact sur la construction. Et ça, c'est un pas en avant. En plus de ça, l'Ordre des architectes a aussi publié des plaquettes, donc, que l'architecture face aux enjeux climatiques. Donc effectivement, tous les architectes ont reçu cette plaquette. Et en part de ça, une charte que chaque architecte doit effectivement signer avant de commencer un projet pour montrer l'envie d'aller dans cette direction. À Bruxelles, en général, on essaie de transformer plus que détruire et reconstruire. Et donc cette charte en fait à signer, elle sera donc en fait les architectes la signent. Et est-ce qu'elle sera exigée pour chaque concours public, par exemple? Dans le futur, on espère que oui. Pour l'instant, elle est juste une suggestion. Ok, merci beaucoup. Inès Damouni-Mimita, est-ce que c'est simple de créer, en fait, avec le réemploi de matériaux et de créer avec l'existant en termes de rénovation? En fait, quelle est votre approche en fait pour cela? Et est-ce que parfois, parce qu'il y a plusieurs courants chez les architectes, certains courants pensent qu'en fait c'est difficile de ramener de la poésie en fait avec une rénovation. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que vous pensez que c'est totalement possible de faire de la rénovation, de la réhabilitation en donnant envie aux gens de vivre dedans, d'utiliser en fait des équipements publics ou privés? Merci Annabelle. Je voulais remercier Jean-Philippe et Nathalie pour l'invitation.
Voilà, par rapport à la réutilisation des bâtiments existants, la question de création d'espaces qui amènent de la poésie, qui donnent envie de vivre dans ces espaces-là, n'est pas une question simple, mais je pense que le cœur du métier d'architecte, c'est d'apporter de la poésie, de créer des espaces qu'on a envie de vivre dedans. Mais quand on parle de réutilisation de bâtiments existants, on pense tout d'abord à l'économie d'énergie, l'économie de matériaux et de carbone emmagasiné que ça apporte. Et je pense que la réutilisation des bâtiments est un raccourci vers le bâtiment durable, vers le bâtiment écologique. Pour plusieurs raisons, notamment, et la première, c'est que quand on est en calcul de carbone dans le bâtiment, eh ben, réutiliser un bâtiment existant, c'est vraiment, on a une autoroute vers la réduction dans l'infrastructure du bâtiment. À titre d'exemple, en Tunisie, quand on est en construction en béton avec du renforcement métallique et un coulage sur site, on est sur des quotas de 520 kilos de CO2 par mètre carré. Dans ces 520 kilos de CO2 par mètre carré de bâtiment fini, on a l'équivalent de 380 kilos de CO2 par mètre carré qui sont inclus dans la structure du bâtiment en ciment, quand on parle de poutres et de dalles coulées en place. Donc, ce qui fait que si vous ne construisez pas un nouveau bâtiment, mais que vous utilisez un bâtiment existant, vous économisez 70% du CO2 dans votre nouvel bâtiment. Deuxièmement, quand on réutilise les bâtiments existants, on va minimiser l'imperméabilisation des sols parce qu'on utilise déjà des choses imperméabilisées. Et on évite l'artificialisation des sols. Aussi, on va utiliser des réseaux existants d'eau usée, d'eau pluviale, d'électricité, etc. Donc, il y a énormément d'avantages quand on parle de bâtiments durables, de faire le choix d'aller vers un bâtiment existant. Mais quand on parle de poétique et de création de qualité d'espace, en fait, j'ai essayé d'illustrer 3 projets de rénovation en Tunisie. Le premier, c'est quand on est dans un contexte comme ici, à la Médina de Tunis. C'est un espace qui est classé patrimoine de l'UNESCO depuis 1979. Et là, on a des bâtiments qui sont en ruine et qui, par exemple, là, on a un hôtel privé qui est squatté par des familles à faible revenu. Et ce projet-là a subi une opération de rénovation. Il a été transformé en un hôtel de luxe et avec des boutiques d'artisanat. Et cette opération de rénovation, non seulement elle a donné de la valeur au bâtiment, mais elle a transformé toute l'attractivité du secteur environnement, des médinas et des centres historiques qui ont vraiment besoin d'avoir des encouragements pour les opérations de restauration pour préserver ce patrimoine et cette culture. Et quand on parle de poésie là-dedans, c'est vraiment retrouver cette régularité, cette poésie de l'architecture ancestrale existante. C'est déjà ça, toute la poésie. Le deuxième projet que j'ai voulu montrer, c'est là, on a par exemple la rénovation dans un milieu intermédiaire entre un socle commercial et des étages de bureaux. C'est un projet de la Startup Village, c'est une compagnie du digital très, très en vogue et très... En Tunisie, elle est très fameuse. Et l'idée, c'était de récupérer une sorte d'étage technique qui donne sur cette terrasse, qui profite du hub de transport existant, du bâtiment existant. Et on passe de locaux existants vraiment très, très simples, cloisonnés, avec des couloirs qui manquent de lumière, et qui a été transformé. Des photos au cours de chantier, on a essayé en cassant les faux plafonds, de récupérer quand même des hauteurs assez intéressantes et de libérer cette force du béton qui est quand même l'œuvre d'Olivier Clément Kekoub, un des pionniers de l'architecture moderne en Tunisie. Et là, on a récupéré par exemple les chemins de câbles pour qu'ils soient réinstallés sur site. Le bois, il a été récupéré, mais il a été volé courant du chantier, tellement pour dire que ça a de la valeur. Le résultat, c'est qu'entre les bureaux cloisonnés, on arrive quand même à créer une certaine poésie d'un bâtiment existant dans des open space assez intéressants,
où on laisse la structure s'exprimer avec une écriture moderne. Et c'est un espace qui fait quand même 2045 mètres carrés et qui a été partagé par plusieurs entreprises en même temps. Et ça, c'est l'intérêt de cette réutilisation de l'espace, du partage de ces espaces open space, qui est une nouvelle vision quand même de l'architecture. Le rendu, il est quand même assez intéressant par rapport à cette ouverture spatiale. Et à l'intérieur, on a créé ce village avec ces locaux, mais de façon un peu ludique. Et on a réutilisé les portes et fenêtres existantes dans cet espace de village. Les carreaux de marbre aussi, c'était de la récupération. Le troisième projet que j'ai choisi, c'est un projet qui est réinvesti dans un quartier populaire. Et quand on parle de sud de la Méditerranée, on a quand même un contexte environnemental et urbain qui est très spécifique. Dans des quartiers spontanés, on a des constructions qui sont anarchiques, où on a le commerce informel qui domine. Et la fondation Kamel Lazar Foundation a décidé de créer une art station Bahar Lazraq au beau milieu d'un quartier populaire. Et il a essayé de transformer une simple usine existante avec une structure en béton en station d'art. Et la façade, elle a été travaillée par un artiste, Qais Dhifi, en impliquant les populations locales. Et ça donne toute une dignité, une appartenance à ce quartier et toute une nouvelle vie. Et à travers ces trois exemples, on montre quand même que la réhabilitation des bâtiments existants, elle tire toute sa valeur de l'existant, du béton, des réseaux, etc. Mais elle a tant de choses à apporter dans ces quartiers, quel que soit le contexte, dans l'héritage, dans la culture, même dans les quartiers populaires ou dans les nouveaux quartiers. L'opération de réhabilitation a beaucoup à apporter à l'espace urbain. Et je ne dirais pas que l'avenir de l'architecture il est dans la réhabilitation, mais c'est ce que vient nous dire l'association HQE et Certivia, que cette année, ils ont tellement d'opérations de rénovation qui sont certifiées haute qualité environnementale qu'aucune autre année précédente. Et là, on voit l'enjeu dans la récupération, la réutilisation de l'existant à plusieurs niveaux. Donc, je pense qu'il y a un savoir-faire à acquérir à ce niveau. Et c'est aussi significatif d'une belle avancée en termes de culture. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, la rénovation, réhabilitation rentre vraiment dans les mœurs de manière large. Votre intervention me fait penser à ce que disait Amir Turki tout à l'heure dans la précédente table ronde. En fait, vous réinsufflez de l'âme, vous réveillez l'âme des projets en proposant, et c'est aussi ça, la transformation et la réhabilitation. So, Alessia Tomasi, as far as you're concerned, and as far as Halla So Architects are concerned, what are the next steps to make refurbishment and material use spread more largely? Well, I can mostly talk for the Italian situation, of course, but I think that architects need no more pushing towards it. I think we all agree that if we can profit and use and savor and treasure the heritage we got from our ancestors. And at the same time, when we build, we can build thinking. John Ruskin said, when we build, let us think we build forever. We won't be building forever because we won't have this kind of hubris that tells us that the stone I land here will last for centuries. But we have to think that our buildings will age, and we have to design their aging. Here in Paris, you see beautiful buildings from the past that age graciously. They might have fine lines on their facades, and they have to be retrofitted. But they still have a soul, as we were saying. They have a purpose. They have a role in the city and in the community.
And this is what we have to do when we start from scratch, because it happens also to us. We must not think that everything will remain untouched. Our buildings will age, but I like to think that they are sort of oaks. You know, they are evergreen and deciduous at the same times. From year to year, some older leaves fall down, and think about maintenance. And during the decades, some branches might need to be cut. But the tree, the living being, stays for centuries. I think this is more or less the metaphor that we as architects should envisage. And when we think about the owners, the inhabitants, they're ready for this. I mean, they have long understood that living in a greener environment is also healthier, but also more comfortable. It's a better way to live. And it's something we owe to the future generations. So I think they are ready. Who must get more ready? I think the governments. In Italy, we just saw a huge operation made by the government that was financing people doing retrofits of their homes. I see Silvia smiling. Yeah, it was huge. It involved. I have to read the figures because I find it hard to pronounce. 123 billions. Okay, so that's huge amount of money that was injected all in one spot in a few years in a market that was not ready for this. So it led to inflations. It was not under control. It was highly difficult from the bureaucratic point of view. So who took the best of it? The poor people who could not afford renovating their houses, or rich people who had wise economical consultants? So we don't need that. We need a municipality or a government, a regional government, that has his long sight, who can see what the program must be. It's not just changing your windows or insulating your facades. Renovating is something more. You have to envisage a goal. You have to think about the meanings. And the public administration must accompany this transition, because nobody else will be able to. So not only from the financial point of view, not only through green procurement, but also from a strategic point of view, because this is crucial to how our communities, cities, and people will go on. Alors Sylvia, vous réagissiez tout à l'heure justement à ce que disait Alessia sur les aides accordées. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça, et surtout qu'est-ce qui, selon vous, permettrait d'accélérer encore une fois, comme on est en train de vivre une première accélération, mais je pense qu'on peut encore aller plus vite en matière de rénovation, réhabilitation. Donc qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, en fait, comme mesure? J'ai un peu rigolé parce que je connais un peu l'histoire de l'Italie. Donc je suis italienne, malgré le fait que ça fait 30 ans que je vis à Bruxelles, je suis italienne. J'ai pas mal de collègues en Italie qui ont dit j'ai jamais eu autant de travail dans ma vie, mais j'ai en même temps des expériences négatives. Donc beaucoup de problèmes qui sont conséquences de cette politique italienne. Chez nous en Belgique, c'est plutôt aider dans la rénovation énergétique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est
qui a poussé les gens à changer les châssis, à isoler la toiture. Et donc, ça n'a rien à voir avec notre thème pour l'instant. Je trouve que jusqu'à très peu, donc ça fait 20 ans, on passait effectivement à la réutilisation des bâtiments plus pour un côté restauration et picturesque, voilà, pour le fait de garder un beau bâtiment qui a une époque, qui a une signification, et que ça fait 20 ans, on commence avec toutes les nécessités, comme je disais tout à l'heure aussi au niveau européen, qui sont devenues des urgences, à penser au recyclage. Chers exposants, chers visiteurs, nous vous invitons sur la zone food truck pour un moment de convivialité jusqu'à 21h. Voilà. Dear exhibitors, Okay. dear visitors, we invite you to a food truck area for a moment of conviviality until 9 p.m. Ok. Donc voilà, pour moi, c'est maintenant qu'on pense à la circularité, à l'utilisation de certains matériaux et aussi effectivement à l'impact carbone, comme disait Inès. Ça, c'est très important et on n'a jamais pensé à ça auparavant. Donc, pour moi, il faut conscientiser les gens, surtout sur la consommation de CO2. Par exemple, nous, on a tendance à utiliser toujours des matériaux qui sont fabriqués aux alentours, donc ce n'est pas la peine d'aller chercher quelque chose trop loin. Donc l'architecte, en tant que maître bâtisseur, doit conseiller ses clients, essayer de faire un effort pour consommer moins et pour utiliser certains matériaux qui sont mieux que d'autres. Donc la réutilisation effectivement des structures en béton, comme a montré Inès, c'est très important. Les bétons, il ne faut pas les détruire pour les reconstruire, c'est absurde. Ok. Ok, merci. Bruno Gabbiani, avec l'association Ala Asso Architetti, comment est-ce que vous faites avancer les choses justement en matière de réhabilitation et de réemploi? Pour ces questions, vous me comprenez? Oui? Je n'ai pas entendu bien. Vous avez parlé aussi du problème du matériau? Oui. En considération de ce qui a été exposé aussi dans ces rencontres, je pense que le problème des matériaux a aussi une autre face très importante, que c'est ce du rapport avec tout le patrimoine historique que nous avons vu en grande évidence dans l'exposition des amis de Nord-Afrique et de l'Europe. Il y a un énorme patrimoine qui est un grand danger, non seulement pour l'abandon et pour la difficulté de les convertir au neuf usage, mais aussi pour les techniques d'intervention. Le problème là, c'est très grave parce que l'utilisation des techniques et des matériaux contemporains ne sont pas compatibles avec les caractères traditionnels et con l'essence de ces matériaux. Et ici, c'est un équilibre très difficile à trouver. Parce que la production industrielle suivante n'est pas compatible avec les matériaux traditionnels, mais surtout pour la qualification et la capacité des maîtres d'œuvre de se convertir à l'intervention sur les patrimoines existants. Mais cela, c'est une vie de sortie très importante pour tous ceux qui ont une grande capacité artisanale en Europe et en Nord-Afrique, qui vivent les grands risques d'être émarginés du procès de production et de devenir obsolètes
et de ne pouvoir pas expliquer toutes leurs capacités si grandes et si importantes et qui ne sont pas substituibles en temps croyable. Le problème des matériaux est très présent et très important dans ces camps de discussion. Le bureau de Bruxelles que j'avais oublié, c'était Samian. Samian est partenaire. Excuse. Merci. Merci. Et Inès Damouni-Mita, selon vous, qu'est-ce qui ferait en sorte en fait que tous les projets que vous aviez montrés tout à l'heure deviennent légion commune, ils soient vraiment en fait partout, dans tous les pays et... Non, moi je pense qu'il faut vraiment encourager la réutilisation des bâtiments. Au-delà de la rénovation énergétique, il faut aller vers la réutilisation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre des obstacles coûteux à la rénovation uniquement énergétique, mais vraiment la réutilisation des bâtiments existants. C'est déjà du bâtiment écologique. Donc, moi, j'ai lu dernièrement qu'en Allemagne, on a arrêté, la Fédération des constructions a demandé à arrêter l'évolution de la réglementation thermique parce que le bâtiment, il allait en berne, vu les difficultés et les surcoûts de la construction et de la rénovation en respectant sa déréglementation qui évolue très vite. Et je pense qu'une alternative, c'est vraiment de réutiliser l'existant. Les économies faites à ce stade sont très importantes. Et il est très important de démocratiser cette notion de carbone emmagasiné dans l'existant, de démocratiser les calculs et de communiquer sur les avantages de ça. Et pourquoi pas, moi je pense qu'il faut créer des zones urbaines de rénovation prioritaire. Au lieu de faire les zones d'éducation prioritaire, on peut créer des zones de rénovation prioritaire, les zones où on a besoin de réinvestir, qui ont été... que les gens ont quitté pour des questions économiques, ramener les gens dans des structures qui sont surtout des zones de centre-ville, qu'on a besoin de retrouver, de recréer cette notion de centre, et avec des incitations financières, bien sûr. Je crois que ça mérite réflexion, ces zones de rénovation prioritaire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? N'hésitez pas surtout, on a des invités prestigieux, donc si vous avez des questions techniques. Moi j'ai une petite question pour commencer, pour que la timidité s'en aille dans la salle. Est-ce qu'il existe, moi je ne connais pas le sujet à ce point-là, des dispositifs internationaux qui viennent aider les architectes, qu'ils soient belges, tunisiens, italiens En fait, ce qui existe, c'est les labels de certification environnementale, que ce soit la certification EDGE, qui est une filiale de la Banque mondiale et créée par IFC. Mais quand vous êtes dans une démarche de certification de votre bâtiment, ou HQE ou LEED, quand vous dites que vous utilisez un bâtiment existant, que vous n'allez pas créer une nouvelle structure de bâtiment en béton, quelle que soit la solution, vous dites qu'on est en récupération, vous gagnez énormément de points en termes de quotas de labellisation en économie de matériaux, par exemple. Donc, il suffit de cliquer que le bâtiment est existant, vous êtes déjà dans la norme, vous atteignez votre quota dans la rénovation du bâtiment. Donc, pour l'instant, quand on est en démarche de certification, on arrive à valoriser notre démarche de réutilisation du bâtiment existant. Et je pense qu'il faut aller au-delà de la certification. Le fait de réutiliser le gouvernement localement, on devrait trouver des attractions pour aller vers cette approche et ne pas uniquement passer par les démarches de certification, même s'ils ont beaucoup de valeur et elles sont très intéressantes aussi. Alessia Tomasi. Certifications, they're studied the private ones, we all know them without naming them, and we have national, in Italy we have a national compulsory certification, which is more or less the same of the various protocols. What I'm a little bit afraid of is that certification sometimes
should be sort of, no, I won't say greenwashing, but it's a sort of, it's a certificate. I did what I had to do. And it doesn't make you think out of the box. Okay, you have to comply certain points, and then you tick the boxes, and then you fulfill the certification. This does not ensure that your building will have a soul. This does not ensure that your building will be used. And if it's not going to be used, it's going to die rapidly. And it doesn't help you invent something. Try, at least try, and get something out of that building. It can be something different. So they are necessary, they're helpful, but sometimes I think we should just for a moment, put them aside and think with our minds. Sylvia, Bruxelles est une ville européenne. Donc, oui, est-ce que vous savez s'il y a des passerelles et des programmes comme ça? Il y a des programmes, effectivement, ce que je vous ai montré, qui devront devenir obligatoires. Mais c'est vrai qu'il faut toujours prendre ça avec un peu les pinces, parce que c'est toujours un logiciel dans ces cas-là, comme pour les certifications. Donc, on doit remplir des cases et c'est très aléatoire. Donc, parfois, on remplit même si ce n'est pas vraiment... Il n'y a personne qui va contrôler. Donc, il faut plutôt sensibiliser les gens, pour moi. Et là, il faut effectivement insister au niveau européen, au niveau mondial, si on veut. C'est dans les villes. Donc, par exemple, Vienne a été déclarée une ville circulaire. Donc, effectivement, on a étudié des projets où ils ont vraiment réaménagé des espaces urbains très grands. Donc, plutôt essayer dans chaque ville, comme Inès disait, de réhabiliter des quartiers, des zones qui sont un peu désaffectées, pour les faire une renaissance. et là, bon, sans regarder beaucoup les certifications, mais travailler au niveau des villes sur la réaffectation et des espaces qui sont déjà là pour les faire revivre. Et ça, c'est faisable. Et il faut insister. Et nous sommes là pour inciter les gens à le faire en tant qu'architectes et maîtres de notre profession. Bien, merci beaucoup. Ah, une question. Ah, merci. Enfin, certainement, on est tous sensibles à cette approche donc, de réhabilitation, de rénovation, de réaffectation d'espaces et des lieux. Je pense que ça devrait dépasser les volontés personnelles de certaines communautés ou de certaines familles qui détiennent ce patrimoine, qui détiennent ces résidences importantes. Maintenant, malheureusement, on voit que la majorité des projets qui ont été reconvertis ou qui ont été réhabilités, restaurés et rénovés, c'était pour des buts de restaurants, d'hôtels de charme et tout. Donc, il y a toujours une question de, en quelque sorte, donnant-donnant. On prend du patrimoine, on prend de notre héritage pour faire un projet pour un encaissement ou un retour de financement, un retour assez important pour les investisseurs. Bon, la labellisation, c'est sûr, ça passe, mais je pense que ça doit être une réflexion beaucoup plus universelle. C'est-à-dire que ces États, ces pays qui ont les moyens, au lieu il faut arrêter de courir derrière l'armement, arrêter de courir derrière les guerres qui ne font que nuire à l'humanité et penser à investir, à prendre en charge notre patrimoine, notre héritage, notre savoir-faire et à injecter de l'argent dans ces espaces parce que, en fin de compte, ceux qui ont ce patrimoine en majorité n'ont pas les moyens de le réhabiliter, de le restaurer, de le prendre en charge. Les États ont d'autres soucis et au bout de quelques années, on va voir que tout cet héritage, que tout ce fonds ou ce capital-là est en train de partir en vain et c'est ça ce qui est malheureux. Donc c'est vrai, on parle en termes de labellisation, on parle en termes de... les techniciens essaient d'apporter des solutions, mais avant tout, il faut qu'il y ait un commanditaire
qui osent dire que voilà, ça c'est notre patrimoine universel, ça appartient à l'humanité et on doit le prendre en charge et on doit l'améliorer et le rénover et le remettre dans le cycle de la vie. Merci. Merci. Merci à vous tous d'avoir assisté à cette table ronde. Merci à nos intervenants pour toutes vos réalisations et vos précisions. Merci Annabelle d'avoir présenté ces 2 tables rondes. Nous vous retrouverons demain matin à 10h30 pour des nouvelles conférences et un grand merci à vous tous. Merci à tous.